Bonjour à tous, ici Kevin Ashokan, je suis avec Fabien Bertrandon, notre formateur, BIM Manager. Nous allons bientôt débuter le webinaire dédié à Environment et NTI for Revit, qui sont deux plugins pour, euh, pour le logiciel Revit. Voilà, on va attendre quelques instants encore que les derniers arrivants se connectent. Vous aurez la possibilité de laisser des messages et des questions sur le chat. Malheureusement, vos micros sont coupés, mais voilà, vous pouvez changer sur la partie chat et puis on reviendra avec toutes vos questions à l'issue des présentations. Hop, on va partager. Hop. Ok. Allez, on attend encore une minute et puis on va y aller. Hop. Hop. On est parti, on va partir. Allez, on y go et puis les Nigo. retardataires prendront en cours de route. Ok. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un webinaire sur deux plugins de Revit. Les NTI for Revit, donc ça c'est un plugin qui a été fait, qui a été monté maison par nos amis danois, mais traduit en français, et Environment for Revit, où on verra que ça va vous permettre de regarder comment ça va se passer au niveau du site. On a tous un peu des galères avec ces outils, même si les outils s'améliorent, mais vous allez voir que ça va vous aider. Donc, première partie NTI for Revit. À chaque fois, les présentations vont se faire en deux temps. Une partie où on va présenter le plugin dans sa généralité, entre guillemets, comme si on était sur papier, et une petite partie démo. On verra peut-être pas tous les éléments qui sont là parce que on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc voilà, donc le programme, bah, on attaque. NTI for Revit, 11h25, Environment for Revit. Après, on passe aux questions. Alors, vous inquiétez pas, vous les posez sur le webinaire. Kevin me les reposera dessus, à moins qu'il intervienne pendant la session. Ça, c'est pas un souci. Et sinon, de toute façon, on vous répondra par mail à vos questions s'il y en a quelque chose. Le but du jeu, c'est que on essaye de se dire qu'on est une petite heure ensemble. On peut déborder évidemment, mais le but du jeu, c'est d'essayer de passer un peu à tout ça pour le voir. Hop. Donc, je me présente, donc Fabien Bertrandon, je suis BIM Manager, formateur Revit, AutoCAD et Lumion. Juste avant, on aviez Kevin,
qui s'occupe de tout le marketing chez nous. Et on va attaquer dans le vif du sujet avec NTI for Revit. Alors, NTI for Revit, on va passer à, non pas celui-ci, mais les jeux du direct. NTI for Revit. Donc, on est là, on est reparti. Donc, NTI for Revit, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ensemble d'éléments. Le but du jeu, en fait, c'est de rassembler plusieurs plugins qui existent, qui, certains, vous allez me dire, ils sont gratuits, mais maintenant, ils deviennent payants. Tout a une fin. Dessus, vous voyez que sur la barre qu'on a, je vous ai mis sur un 2024, mais on l'a aussi sur 2025. On a énormément de choses qui vont nous permettre de faire des éléments assez différents. Alors, on en a retenu 5-6 pour faire cette démo, qui sont, à mon avis, des choses qui sont, entre guillemets, des plus-values dessus. Donc, on va voir les publications multiples, trouver et sélectionner des éléments. On sait que c'est un peu les galères dans Revit. Combiner des éléments, alors ça, c'est un truc qui est pas mal. On a utilisé des petits dynamos pour le faire. Ben, là, vous allez voir que c'est un outil qui est assez simple. Un navigateur de contenu qui, pour l'instant, persiste si on ne veut pas utiliser le nouvel élément de Autodesk dessus et qu'on veut ne pas rien mettre dans le cloud. Et ben, on va pouvoir utiliser cet élément. Des compositeurs de couleurs, des exports et imports Excel, des intégrations de programmes. On utilise des petits dynamos pour le faire. Ben là, vous allez voir que c'est très facile. Des workflows et des créations de légendes. Alors, c'est vraiment ce qu'on a mis dessus. Vous avez vu que la barre, elle est quand même assez grande. Donc, on va le faire. Premier outil qu'on va voir juste après dans la démo, c'est le trouver sélectionner. Le but du jeu, c'est qu'on va avoir un petit élément qu'on vous voyez ici, où à l'intérieur, on va pouvoir sélectionner le mur, mais on va pouvoir aussi lui dire que dans les murs, moi, je voudrais prendre que les cloisons de 10, par exemple, et je voudrais prendre que celles qui sont au deuxième étage, chose qui est, on va dire, assez improbable à faire dans Revit avec l'outil de base. Donc là, vous allez voir qu'on va pouvoir mixer en fait des paramètres pour pouvoir le faire, soit pour le montrer, soit pour pouvoir intervenir directement dessus. On va pouvoir combiner des paramètres. Alors ça, c'est souvent, on nous demande des fois dans les conventions BIM de rajouter des éléments dans les fenêtres ou dans les portes où on doit retrouver les éléments. On pourrait se faire évidemment une étiquette qui reprend chaque élément. Là, en fait, on va pouvoir récupérer des éléments qui vont être dessus, ou on pourrait aller même se dire, tiens, je vais aller récupérer la pièce dans laquelle c'est pour que puisse se faire. L'avantage, c'est que tout est visuel. On ne se prend pas la tête avec du dynamo qui peut changer d'une version à l'autre. Et ça, évidemment, c'est exportable. Du coup, si on a des choses qui reviennent, on va pouvoir le prendre et le mettre dans un autre projet. Le compositeur de couleurs, alors moi, c'est très bien quand on doit faire des plans de repérage de cloisons ou de certains éléments, mais ça peut aussi nous servir de vérificateur. C'est-à-dire que le plus souvent, dans les conventions BIM, on nous demande de mettre des murs d'étage en étage. Et dans Revit, des fois, ça s'accroche pas forcément comme il faut. Et bien là, on va pouvoir très rapidement et sur plusieurs vues, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, directement afficher ces éléments en mettant des couleurs, ce qui est beaucoup plus parlant pour pouvoir communiquer avec les équipes, que ce soit en interne ou en externe. Alors l'import-export Excel, vous allez voir que soit on exporte de façon entre guillemets brutale et on a un fichier Excel de base. Ça, Revit sait le faire, pas de souci, c'est une nomenclature, on le fait.
Là, le but du jeu, c'est de faire un lien bidirectionnel entre notre fichier Excel pour que ça puisse se faire. Et vous allez voir qu'on va pouvoir aussi remapper les éléments. C'est-à-dire que si quelqu'un nous a changé des colonnes ou des éléments et que c'est pas forcément bon, eh ben, on va pouvoir remapper les éléments pour que ça puisse bien venir le chercher. Intérêt aussi, c'est une intégration de programme. Alors là, c'est plus pour nos amis architectes, mais on a très souvent des programmes qui sont très lents, qui nous sont donnés avec des tableaux Excel. Pas de souci, on bidouille un petit peu notre fichier Excel et le but du jeu, c'est de récupérer toutes les infos qu'on a dans notre fichier Excel, dans notre projet Revit. Du coup, on n'a plus qu'à placer des pièces dessus au lieu d'aller chercher. Et du coup, petit à petit, on vide la liste des pièces non placées et on peut directement coloriser. Mais tout ça, vous avez entre guillemets l'habitude après de le faire pour que ça soit. Un truc qui est, on va pas dire horrible dans Revit, c'est la création de légendes. On est tous à expliciter des choses, les légendes. On va pouvoir prendre des fenêtres ou des murs et on va pouvoir aller chercher des informations. Et tout ça, il va nous le mettre en tableau. Il va venir nous placer, comme on peut le voir là sur les vignettes, des vues en plan, en élévation, en coupe ou en 3D, ce qui nous permet de quand même aller assez loin dans nos éléments. Le navigateur de contenu, et ben là, en fait, on va aller pouvoir chercher à plusieurs endroits sur nos serveurs les bibliothèques Revit qu'on a. Du coup, on ne sort pas d'ici, ça peut être à différents endroits. Du coup, quelqu'un qui va remettre à jour, nous, on va pouvoir le faire et on va pouvoir directement l'avoir. Alors, des workflows, alors ça, c'est un truc qui est pas mal. On a tous des dynamos qui traînent, on a tous des choses qui viennent se faire, mais eh ben, là, on va pouvoir directement en fait, avoir une liste de tâches qui vont pouvoir se lancer directement au moment où on ouvre un fichier, où on l'enregistre, où on exporte, où on imprime. Du coup, en fait, la donnée qu'on va donner, que ça soit en PDF, en DWG ou en n'importe quoi, ou même en maquette, en IFC, et ben directement, on est sûr que cette donnée, elle est bonne parce qu'en fait, on va réussir à lui dire, bah, tiens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et on a notre donnée qui est toujours à jour dans nos éléments. Et vous voyez que c'est très simple parce que c'est juste des petites cases à cocher pour le faire. Alors évidemment, on peut se préparer des gabarits d'export. Alors vous voyez qu'on va pouvoir le faire en PDF, DWG, tout ce que Revit sait faire pour que ça nous allège le travail. On va pouvoir, chose qui n'est pas forcément le cas de partout, c'est qu'on peut le faire évidemment dans un répertoire. Je dirais que super, on sait bien le faire, mais on va aussi pouvoir le faire directement dans Docs ou sur un serveur SharePoint. Il y a quelques entreprises générales qui travaillent avec des SharePoint et ils mettent tout dessus. Du coup, on aura besoin directement et on va pouvoir le faire, ce qui va nous éviter en fait de les mettre sur notre répertoire et après d'aller les mettre directement et les mettre dans le SharePoint. Là, ça va pouvoir se faire directement. Ça va être quelque chose qui va être plutôt pas mal. Alors, vous avez vu, il y en a beaucoup. Donc, on va essayer de les regarder pour que ça puisse se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, là, on va fermer et je vais passer sur Revit 2025. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que NTI for Revit va s'implanter en fait assez loin dans Revit parce que dans les options, on retrouve notre NTI for Revit et vous voyez que ici, on va pouvoir mettre directement des petites couleurs qui sont là, vous savez. Alors ça, il y a un petit plugin qui est gratuit
que beaucoup de gens connaissent qui l'ont. Bah, pas de souci, mais là, vous voyez que on va pouvoir aller cocher, décocher des éléments et en fait, dans tous nos éléments, parce que dès que on va toucher un élément, vous allez voir que on a directement dans le ruban modifié les outils NTI qui sont là, où dessus on va pouvoir faire un certain nombre d'éléments. Du coup, si on revient dessus, première chose qu'on va pouvoir faire, eh ben, c'est de l'import-export Excel. Donc, en premier, les trois quarts du temps, on va faire un exporté. Et vous voyez qu'on retrouve toutes les nomenclatures qui sont là, mais on peut évidemment aussi aller s'en créer une de toutes parts. But du jeu, ma nomenclature, je vais lui demander de voir un élément dessus, donc on va avoir un élément qui va apparaître et vous voyez qu'on a tous nos éléments et là on a juste à faire exporter et si on change quelque chose, je vais le faire là, hop, je suis là, ça va s'ouvrir parce que c'est assez rapide. Et des fois, la manipulation de données, on est bien d'accord que c'est quand même beaucoup plus simple de la faire dans Excel, hop, pour le faire. Alors, il y a juste une petite astuce, c'est que il faut ôter la protection de mes éléments, mais vous voyez que ici, si je voulais prendre, hop, dans mes commentaires, faire nos éléments, et vous avez vu que en fait, notre fichier Excel, il arrive, il est entre guillemets, il est déjà préparé parce que on a toutes nos fenêtres de tri qui peuvent être là. Du coup, ça va aussi un peu nous faciliter la vie pour ceux qui ne veulent pas. Il me fait quoi? Il me les a enlevés. Bon, c'est les joies du direct. Hop, on va le faire comme ça. Et juste pour aller au bout. On est là. Ok, tout va bien. Je ferme mon ami. On était évidemment ici, dans notre outil. On va pouvoir importer notre nomenclature Excel qu'on aurait pu donner par exemple à une entreprise ou quoi que ce soit. Et on voit que ici, donc on retrouve les SSID, tout ce qui fait que les choses sont uniques. On voit en vert ce qui a été modifié ou ce qui a été supprimé. On va pouvoir aussi directement là pouvoir lui dire tiens le commentaire ici en fait on peut modifier le champ et dire bah en fait je ne vais pas utiliser le commentaire et mon paramètre Revit, mais je vais pouvoir aller le mettre ailleurs. Du coup, même si on nous bidouille un petit peu nos éléments, on va pouvoir directement le faire. On fait accepter, il vous demande si vous voulez bien, et en gros, mes fenêtres qui sont là, ça m'a bien changé mon commentaire qui est là. Jusque-là, je dirais, tout va bien. L'import de pièces, alors vous voyez qu'on peut importer des sous-projets, alors ça c'est bien pour les éléments, mais moi je vais prendre l'exemple des pièces, où quand je vais chercher mon tableau, alors mon tableau il ressemble à, ça, hein. C'est un tableau, alors là il n'y a pas trop de pièces, mais on est d'accord que ben, on a
un tableau d'éléments avec un nom, un service, un nom local, une surface de projet. Alors, il va falloir peut-être un peu le bidouiller, mais ça, c'est assez rapide à faire pour que le plugin le comprenne. Quand je suis là, je vais le prendre ici, je vais lui demander d'ouvrir. Et en gros, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Déjà, il me demande dans quelle phase c'est, ce qui est plutôt une bonne chose de ce côté-là. Et ici, en fait, vous voyez que il va me demander, il vous dit, OK, le nom, il sait le mapper, donc c'est en vert. Par contre, le nom du service, le numéro du local et la surface, il ne sait pas le faire. Et là, on va pouvoir très facilement lui dire que, par exemple, mon élément, ça va être les services, que mon numéro de local, hop, ça va être, je me suis gouré, mon numéro, le donné et ma surface, eh ben, je vais la mettre dans, je l'ai mis dans quoi? Dans contrainte, il me semble. Hop, programme surface. Et du coup, une fois que je suis là, vous voyez que il me met tous les éléments et je fais accepter. Est-ce que je veux bien faire mes éléments? Et du coup, il me l'a fait. Et du coup, si je reviens sur un plan d'étage, au moment où je vais placer une pièce, je retrouve tous mes éléments avec le bon numéro où j'ai plus qu'à placer. Du coup, ça nous fait gagner, entre guillemets, un petit peu de temps dessus. Je ne vais pas vous parler du BCF, mais sachez qu'il y en a un qui est intégré. Ça vous évite encore une fois d'avoir un plugin qui va être intégré. Là, je vais vous parler du générateur de légendes. Alors, le générateur de légendes, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir réussir à créer un petit tableau comme ça à partir de n'importe quel élément. Ça peut être des familles, on va dire, chargeables ou des familles systèmes comme des murs, des sols, et je ne sais. Alors, qu'est-ce que ça va être? En fait, on va pouvoir, dessus, au moment où on va le créer, lui demander si c'est des familles chargeables ou des familles systèmes. OK. On va évidemment définir un nom. On va pouvoir, à l'intérieur de mes éléments, choisir une catégorie et les fenêtres. Par exemple, les Skydome, j'en veux pas parce que je ne voudrais pas que ça soit là. Là, j'ai toutes mes fenêtres qui sont chargées. Donc, vous voyez que je peux faire, mais vous voyez que je peux activer des filtres si on a des éléments qui sont un peu plus compliqués. Quand j'arrive dans la deuxième partie, c'est là où, en fait, j'ai accès à tous les paramètres qui sont présents dans la catégorie, c'est-à-dire là pour mes fenêtres, les seuils PMR, les surfaces vitrées, tous les éléments qu'on peut avoir. On peut voir qu'il y a les éléments de type et les numéros d'instance. Et vous voyez que pour ceux qui utiliseraient vite, c'est assez simple de faire un clic-clac Kodak pour le faire. On va pouvoir mettre le nom de la famille, le nom du type, la largeur, la hauteur et la correspondance de légende. Alors, le composant de légende, on va avoir une vue en plan, on va définir la largeur sur laquelle ça va se définir, l'élévation, mais on peut avoir l'élévation avant, arrière, et une vue 3D. Et vous voyez qu'on va pouvoir, entre guillemets, pouvoir redéfinir nos éléments. On a juste besoin de les prendre pour les mettre. Une fois que j'ai fait ça, ça va tourner. Là, il va remettre à jour mon élément. Tout ce que je fais et tout ce que je vais vous montrer, ça va rentrer dans les exécutions des tâches pour être sûr que tous mes éléments se fassent. Les légendes font partie des éléments qui va remettre à jour à chaque fois que vous allez ouvrir, enregistrer, imprimer ou exporter vos éléments. Du coup, vous êtes sûr que vous avez une donnée
qui est, entre guillemets, qui est bonne. Allez. J'ai essayé de ne pas travailler ce matin. Allez, le dernier. OK. Et là, je le fais et on a nos éléments qui vont se retrouver là, qu'on va pouvoir évidemment placer nos éléments et on retrouve tous nos éléments qu'on peut avoir dessus, ou dessus on va pouvoir coter, remettre certains éléments, remettre des annotations si vous voulez, du moins, comme si vous faisiez un carnet. Donc ça, on peut le faire sur tous nos éléments. Vous voyez que ici, je vais vous parler maintenant de l'éditeur de couleurs, ou dans l'éditeur de couleurs. Alors, là, j'ai pris les murs par étage, et en fait, dans les murs par étage, qu'est-ce que j'ai? Je vais déjà lui dire à quelle vue on doit appliquer notre vue, les éléments de couleur que je vais mettre. Là, je vais lui demander les éléments parce que on a toujours des petits malins. Là, j'avais mis fenêtre par étage, on a toujours des petits malins quand on est en train de travailler. Au lieu de faire un copier et coller dans les mêmes, non pas coordonnées, mais sur des étages différents, qu'ils se mettent en façade et qui vont les copier d'un étage à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours basé sur l'étage de base. Du coup, il va falloir le reprendre. Et du coup, on va pouvoir lui dire, eh ben moi, sur les couleurs, on retrouve, c'est exactement toujours le même principe. Dans mes murs, ici, j'ai tous les éléments que je retrouve, que tous mes paramètres que j'ai, et au-dessus, je vais pouvoir lui dire les couleurs, comment je veux que ça soit rempli pour que ça puisse se faire. Et du coup, je vais lui demander de faire la 3D qui est la vue sur laquelle je suis. Et là, je vais le lancer. Hop. Mon mur par étage. Je vais appliquer les couleurs dessus. Du coup, on paramètre d'un côté et en gros, on l'a dessus. Vous voyez que vous allez me dire, ah bah là, c'est pas bien dessiné. Non, parce que on doit avoir un mur qui doit remonter, qui est sur tous les éléments, qui fait le tout qui ressemble à nos éléments. Mais celui-ci, je ne pas demander ça. On peut voir que là, ça a été bien fait. On pourrait se poser la question sur les éléments qui sont là. Et vous voyez que sur ma vue 0,1, même si elle n'était pas ouverte, normalement, il aurait dû me le faire. J'ai dû le décocher dessus. Mais il va me le faire sur tous mes éléments que je vais avoir. Donc ça, c'est entre guillemets, et évidemment, qui dit je veux pas je veux le mettre, on a évidemment une légende de couleur qui va pouvoir se mettre dessus. Chose qui va être assez aussi intéressante, ça va être de copier des paramètres, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on avait des dynamos qui nous disaient, par exemple, dans la fenêtre, je voudrais récupérer quoi? Alors, vous voyez que c'est soit dans la catégorie, soit c'est dans les pièces, soit dans les éléments. Et dedans, je vais pouvoir lui dire, tiens, je voudrais récupérer le bâtiment pour pouvoir l'avoir. Hop, je vais pouvoir récupérer en fait tous mes éléments qui sont dessus pour pouvoir le faire. Une fois que je suis là, je le fais. Pourquoi il est parti? Hop,
il est là. Et du coup, une fois qu'il est chargé, on vient le chercher ici. Et une fois qu'on est là, on exécute la tâche. Vous voyez que ça inclure dans les fichiers liés. Du coup, même si on utilise plusieurs fichiers, on va pouvoir récupérer des informations qui sont liées, par exemple, aux pièces dessus. Je vais exécuter dessus, ce qui fait que si je vais sur ma fenêtre, j'ai bien récupéré le nom de mon élément, la largeur, la hauteur, comme quoi c'est une porte-fenêtre, le R+2, mais si j'avais rempli sur ma fenêtre le coefficient, le nombre du P, tout genre de choses, on pourrait directement se créer un élément comme ça pour pouvoir le définir, entre guillemets, plus facilement. Alors évidemment, on peut copier, mais on peut aussi lui demander de trier par rapport à certaines choses pour pouvoir renommer et renuméroter nos éléments. Il faut que je fasse attention à l'heure parce qu'on a l'autre qui va arriver derrière. Ici, on a le workflow de tâches. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lancer, on va pouvoir lui dire qu'on va pouvoir copier un paramètre. Vous voyez qu'on retrouve tous nos éléments. Les outils portes, alors, je ne vais pas vous en parler, mais on va pouvoir récupérer les surfaces de mur, l'orientation des fenêtres, si elles sont au nord-ouest par rapport au nord géographique. Le copier. Et vous voyez qu'en fait, on va pouvoir directement se dire, hop, le générateur de légende, je vais pouvoir les lancer dessus pour pouvoir le faire et du coup s'en préparer quelques-unes dessus. Et l'intérêt, c'est que au moment où j'ouvre le dessin, j'enregistre, j'exporte, j'imprime, on va avoir tous ces éléments qui sont là, qui vont pouvoir se mettre à jour tout seuls. On est sûr de rendre une maquette ou des plans qui sont à jour de la data. Alors, vous voyez qu'on a des outils pour le MEP, pour l'archi et aussi des petites choses comme, s'il veut bien se mettre, directement ici un navigateur de fonctions où on a juste besoin de taper les fonctions pour pouvoir les retrouver sans avoir forcément à être ici. Mais on va pouvoir aussi rajouter le trouver sélectionné, que je ne vous ai pas encore montré, mais ça va me permettre, et le navigateur de contenu. Du coup, là, si je suis sur cette fenêtre, eh ben, je vais pouvoir lui dire, tiens, je vais prendre les murs, mais on va peut-être, on va continuer, on ne va pas prendre les cartouches. Ici, on va prendre les fenêtres, s'il veut, il ne veut pas. Hop, on va prendre les fenêtres. Je vais activer un filtre où je vais lui demander que mon niveau soit égal au R+2. Et là, soit je lui demande de remplacer la sélection, ajouter à la sélection ou retirer de la sélection. Vous voyez que ça peut être pas mal. Ou je peux lui demander d'isoler la sélection. Et du coup, je récupère directement mes éléments qui vont être comme ça. Et évidemment, si je prenais le cas d'une porte, je voudrais voir toutes les portes coupe-feu et qui sont placées au R+1, on va pouvoir, avec différents filtres et en les ajoutant, pouvoir aller directement zoomer sur la sélection pour le faire. Là, j'ai pris un exemple qui était là, l'étage, mais vous voyez qu'on va pouvoir retrouver et faire ça dans tous nos éléments qui sont ici. Et vous voyez qu'on a même dans les pièces, au-dessus, je pourrais récupérer toutes les pièces qui sont au niveau 1 pour le faire. Donc ça, c'était le rechercher et vous voyez que c'est un élément qui vient complètement se mettre dessus, c'est-à-dire qu'on ne va pas à chaque fois
trouver et sélectionner. C'est directement lié ici. On ouvre et on ferme les éléments. La bibliothèque, alors là, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, en fait, on va pouvoir se créer des groupes et on va pouvoir aller aussi les chercher à des endroits différents. Du coup, on va pouvoir le faire. Du coup, on en a dessus, s'ils peuvent être sur un serveur, sur votre disque dur, sur n'importe quoi. Et l'intérêt, c'est que quand on est ici, on va pouvoir lui dire, tiens, moi je voudrais voir que ceux qui sont de Eurostudio. Vous voyez que j'ai fait plusieurs groupes, du coup, ça me permet de le faire. On va pouvoir aller chercher dedans. Et à l'intérieur, vous voyez que mes fenêtres, mes éléments, hop, je peux me dire, tiens, ça arrive. Alors là, il change de format. On n'a plus qu'à, on va voir tous les types, on voit la famille et on va voir les différentes familles où dessus, je peux les charger, je peux les insérer pour le faire. Mais du coup, vous voyez que j'ai aussi un moteur de recherche qui va me permettre, tiens, je voudrais voir toutes les fenêtres dedans qui font 95, s'il veut bien. Il veut pas, c'est ça qui est bien. C'est toujours comme ça dans les démos, c'est ça, c'est top. Dessus pour pouvoir les voir. Bon, on va le faire. Et du coup, vous faites insérer et vous les avez dessus. Bon, et on va pouvoir le reprendre. Hop. Hop. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, on va pas pouvoir passer à la suite. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de fonctionnalités qui sont... Ouais, quand il n'est pas têtu, il n'est pas têtu, c'est ça qui est bien. Dessus, annuler, je t'ai demandé? Oui. Vous voyez qu'on va pouvoir récupérer là les pièces, les sols, les plafonds. Alors un truc qui est pas mal, et on fera peut-être un autre sujet où je crois que Kevin, on a fait quelques petites vidéos où on vous dira peut-être les liens pour que vous puissiez les regarder. On va pouvoir directement créer des sols et des plafonds dans des pièces prédéfinies par rapport à des éléments et des hauteurs et différents éléments. Vous allez voir que on a pas mal de choses qui existent dans le NTI for Revit, mais là, il faut vraiment que je m'arrête Ouais, pour merci ça. Fabien. Effectivement, on repostera des petites vidéos plus détaillées sur certaines fonctionnalités sur notre compte LinkedIn à partir de la semaine prochaine. On peut peut-être prendre rapidement les quelques questions. François Musard avait posé quelques questions sur le chat, notamment ce plugin fonctionne avec quelle version de Revit? Alors, 2025, 2024, 2023, 2022, en fait, toutes celles qui sont supportées par Autodesk. Quand la 2026 sortira, on est déjà en train de la débugger parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui évolue tout le temps par rapport aux évolutions et au retour des clients. Donc en fait, on a tous les éléments qui sont supportés. Enfin, toutes les versions de Revit sont supportées. Très bien. Ensuite, il se posait la question du rapport avec D-Roots et si NTI for Revit venait remplacer D-Roots au niveau des Alors, fonctionnalités. je ne sais pas si tout le monde a vu les annonces de D-Roots où il y a maintenant toute une partie qui devient payant. Alors, il y a une grande partie qui peuvent être directement faites dans D-Roots. Non, qui peuvent être faites dans NTI for Revit. Avant, entre guillemets, on ne se posait pas trop la question parce que D-Roots c'était gratuit. Maintenant, il devient payant. Nous, quand on a fait un peu la somme de si on voulait que tout, prendre tout, on voit que le delta, il devient intéressant et ça devient moins frontal.
Et l'intérêt, en fait, c'est surtout de réduire le nombre de plugins qu'on a face à nous dessus, parce que le nombre d'onglets qui viennent se mettre, au bout d'un moment, c'est bien. Moi, je suis obligé d'en réduire parce que sinon, je les teste, mais au bout d'un moment, je vois plus mon écran, quoi. Donc, le but du jeu, là, c'est de rassembler un peu le tout. Et il y a beaucoup de choses que, par contre, D-Roots ne fait pas du tout dessus. La combinaison de paramètres, tout genre de choses, ça, D-Roots, il n'est pas capable de le faire. Il est capable de le faire via un Excel et on fait des copies et tout ça. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très doués là-dedans pour le faire. Mais le but du jeu, c'est que ça soit facile à faire pour des gens, entre guillemets, novices. Très bien. Ensuite, autre question, est-ce qu'il est possible d'avoir un fichier de config type .ini pour avoir une préconfiguration du plugin au niveau d'une agence? Alors, il me semble que oui. Il me semble que oui. Il faut juste que je vérifie. Ok, on Ça, reviendra vers vous dans ce cas-là ouais, en vous enverrant le replay. On répondra aux questions éventuelles qui auraient été laissées sans réponse. ouais. Et enfin, dernière question, les réglages de filtres sont enregistrés par utilisateur ou par modèle? Alors, ils sont enregistrés par modèle, il me semble. Mais c'est pareil, on peut les exporter et les réimporter pour pouvoir les réutiliser dans un autre projet. Du coup, c'est quand même plutôt pas mal parce que, entre guillemets, il y a le BIM manager ou la personne qui a le plus de capacité sur Revit pour aller faire tout ce genre de petites bidouilles, et ben, il les prépare et on peut les exporter et les mettre à un endroit précis du serveur et les gens, ils ont juste à aller les chercher pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est pas un problème. Et enfin, dernière question qui vient d'arriver, est-ce que NTI for Revit est compatible avec LT? Il n'y a rien qui est compatible avec LT. LT ne prend pas de plugin, c'est la grande particularité de LT. Il n'y a que les plugins d'Autodesk, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup sur LT pour le faire, sinon je pense qu'il ne vendrait plus. Non, non, je suis... il faut bien qu'il y ait une différence. Très bien, merci Fabien pour toutes ces précisions. Voilà, on reviendra vers vous avec le replay, avec les réponses aux questions non répondues. On va passer désormais au deuxième plugin Environment for Revit qui lui s'intéresse plus particulièrement à tout Au ce qui est site, paysage. ouais, c'est ça. Alors au site, alors le site, on sait que on a tous un peu des galères quand il faut aller faire. Est-ce qu'on utilise des sols? Est-ce qu'on utilise de la topographie pour faire les routes? Et ben là, en fait, environnement, il va nous permettre de faire pas mal de choses dessus qui vont être beaucoup plus faciles alors pour les paysages et avoir une topographie qui va être un peu moins, alors, va être un peu moins raide que ce que Revit fait de base. Alors, le gros truc, c'est que, bah, par contre, il est en anglais. On va être très simple, mais vous voyez que c'est pareil, c'est pas un petit plugin, il y a énormément de choses. Nous, on en a listé que quelques-unes, parce que évidemment, on a des outils pour la topographie, pour réussir à mettre des dalles sur de la topographie pour que ça suive, d'aller modifier la topographie. On va pouvoir gérer, entre guillemets, pas mal de choses dessus. On va le voir pendant la démo. On va pouvoir réussir à faire ce genre d'image avec, quand on a des murs qui montent et qui descendent, bah, de pouvoir réussir à les redécouper par rapport en mettant une hauteur au-dessus de notre sol ou de notre élément, parce que lui, eux, se basent véritablement sur en fait le niveau sur lequel ça va être. Donc on va pouvoir récupérer pas mal de choses et en fait ça va nous aider à faire des beaux éléments. Pareil, si on est sur des murs en courbe ou qui ont des faces, alors ça, je pense que
pour réussir à avoir une élévation de ces murs qui sont courbes, entre guillemets, normalement, c'est tout juste pas forcément facile, à part de faire plein d'élévations et de les mettre cul à cul. Et ben là, en fait, ils ont fait un petit outil qui va vous permettre directement de l'avoir. C'est un peu l'illustration que vous avez en dessous pour le faire. On va pouvoir modifier des murs. Alors, j'ai pris un peu cet exemple-là, c'est-à-dire que je prends un mur. Normalement, on devrait aller éditer la forme et on va aller lui donner la forme qu'on veut. Bah là, en fait, ils vous permettent d'accéder directement sur des poignées et même sur des murs en courbe. Euh, Ce qui est quand même plutôt intéressant, surtout quand on fait du paysage où on veut avoir des formes plutôt sympathiques. On va pouvoir aussi directement mettre des. Alors, c'est que des bêtises, hein, mais vous allez me dire, mais on va pouvoir mettre aussi des garde-corps directement sur des murs, même s'ils ont différentes hauteurs. C'est quand même assez pratique, ça nous évite, parce que sinon, à chaque fois, il fallait un petit peu découper nos éléments. On va pouvoir mettre des bordures de sol. Alors ça, c'est très très con, mais quand on fait du paysage euh, ou un petit peu d'autoroutier, on a nos dalles et dessus, on doit aller mettre nos éléments. Vous allez voir que là, en fait, ça se fait très rapidement dessus pour pouvoir le faire. On va pouvoir aussi, alors ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre une surface, un sol, hein, que ce soit un topo solide ou pas, et lui demander de faire une dispersion d'éléments. C'est un peu ce que vous voyez sur la photo, où eh ben, on va pouvoir combiner du coup plusieurs types d'arbres, où en fait, c'est même pas n'importe quel type d'arbre. Alors là, on est lié à aux plantations, mais en fait, on a accès à toute la bibliothèque, toutes les familles qui sont dans Revit. Du coup, du coup on pourrait imaginer mettre de dispersion de personnages de façon aléatoire. Alors, on a quelques éléments qui vont nous permettre de quand même dire la densité qu'on veut, mais on pourrait très bien se dire, tiens, moi, sur ma route ou sur mon trottoir, je vais pouvoir mettre plus ou moins de personnes dans Revit dessus. Je prends Revit parce qu'ils en ont exactement la même chose, mais où on va tracer la ligne. Alors, du coup, là, on va pouvoir définir, par exemple, des potelets, des choses où on va définir l'intervalle qu'il y a dedans. Du coup, une allée d'arbres où on les copiait, où on faisait un réseau, mais le problème, c'est qu'un réseau, c'est bien quand c'est sur une ligne droite. Dès qu'on commence à avoir des courbes et ce genre de choses, ça n'existe plus. Et bien là, en fait, ils vont vous permettre de le faire. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de choses, hein. Nous, on en a relevé que là, quelques-uns, mais il y en a énormément. Alors, petite précision, c'est que il n'est pas il n'est pas encore, je dis bien, il n'est pas encore sur Revit 2025. Donc, on doit être sur 2000, sur 2024 pour l'instant. Ils sont en train de travailler dessus pour, euh, pour le faire. Alors, vous voyez que c'est pareil. C'est un peu les éléments. On arrive avec dessus une intégration. Dès qu'on va toucher l'outil, on a évidemment tout toutes les barres qui sont là, mais quand je touche mon élément, dans le modifier, dans ma barre de modification, je retrouve une partie de de mes éléments. Alors, premier truc que moi j'ai trouvé, entre guillemets, on va dire, alors je ne sais pas si c'est rigolo ou pas rigolo, mais vous allez voir, ça va être de pouvoir dire, tiens, je prends ce mur, et lui, il me demande en fait quelle arête je veux remonter. Et là, je vais pouvoir lui dire, tiens, je ne vais pas enregistrer. Vous voyez, je vais pouvoir le prendre et le monter. Évidemment, quand je suis là, une fois que j'ai fait ça, il faut que je le valide. Mais vous voyez qu'il me le fait. Je ne suis pas rentré dedans où j'ai été lui dire, tiens, je vais modifier le profil
de mon élément, mais ça marche aussi sur tout ce qui va être courbe. Chose que vous allez voir à peu près là, mon élément, il est là, j'ai mon terrain. Alors pour l'instant, il est à peu près fait comme ça. Il est remonté, vous voyez que ma dalle, elle vole. Hein. Elle n'est pas dessus, je voudrais qu'il suive mon terrain. Ah, alors là, là encore, on est à peu près bon parce que c'est pas trop compliqué. Mais là, en fait, je vais lui dire, tiens, moi, je vais te demander. Alors, il me demande sur quoi je veux faire. Il me dit bien que j'ai les deux. Et là, je vais lui dire que je veux que ça sorte de 10 centimètres dessus. Et là, je vais lui demander de faire OK. Et vous voyez que là, il est venu très facilement me mettre ma dalle au niveau de mon topo solide. Ça pourrait être aussi une surface classique. C'est que là, je suis parti dessus. Et vous voyez que ça, juste pour réussir à le faire dans Revit, c'est quand même, on s'accroche un petit peu. Hein. On va dire qu'il faut être patient, hein, des fois, pour faire ce genre de choses. Petit truc, c'est que moi, là, cet élément-là, je voudrais pouvoir un peu le rendre un peu plus faire un peu des collines, faire un peu des éléments. Et en fait, là, normalement, il faudrait que je rentre et que je lui demande d'ajouter un point pour pouvoir le faire. Et je vais mettre tous mes points autour. C'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu la galère. Et bien là, en fait, je vais lui demander directement dessus de pouvoir lui dire, tiens, je veux faire des inflexions par rapport à, alors, vous voyez que je vais monter là de 1,50 m. Je vais mettre 1,70 m. Que c'est sur 6 mètres. Ouais, c'est pas 11 mètres hein, par contre. Hop. Là, je vais me mettre sur 7 mètres. Que là, je vais grossir la densité sur lequel je vais le faire. Et là, du coup, vous voyez qu'il va vous faire des petits éléments qui vont pouvoir se faire. Alors évidemment, là, je suis en positif, mais je pourrais très bien l'imaginer en négatif. Et du coup, toujours la même densité, non, je vais le faire là plutôt sur 2 mètres. Et là, il va venir me faire des éléments. Ça, entre guillemets, juste d'essayer de faire ça dans Revit, c'est pas que on a un peu de mal à le faire. Et vous voyez que il nous le fait, on voit bien toutes les courbes de niveau qui se font, ça se fait entre guillemets très simplement. Autre chose qui va être, qui pour moi est aussi un truc qui était vraiment bien, c'est que quand je lui demande de modifier la topographie, là je vous ai dit pour pouvoir réussir à faire des trous, mais je vais pouvoir aussi lui demander de là de mettre ma mèche densité, je vais la mettre à 5 mètres, s'il veut bien. Vous voyez qu'il me remet mes éléments et en fait là je vais pouvoir faire un truc qu'on a tous rêvé de faire, c'est-à-dire que vous voyez qu'il est en train de me reprendre mes éléments un par un pour pouvoir aller donner quelque chose qui va être beaucoup plus souple
que ce qu'on va pouvoir avoir. Et là, évidemment, je peux voir la preview, mais je vais pouvoir aussi directement lui dire que ça va être bon. Et vous voyez que s'il veut bien, vous voyez qu'il m'a remis mes éléments. Après, comme d'hab, je suis ici, je voudrais que ça reprenne. Eh bien, c'est pas un problème. Toujours, hop, je reprends ma topo surface, je lui dis, et vous voyez qu'il va resuivre. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font un peu de paysage et qui ont essayé d'en faire sur Revit, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus simple. Évidemment, on va pouvoir récupérer aussi des éléments d'autres choses qui vont être, par exemple, des choses de chez Rhino, de Civil 3D, qui est un logiciel qui est fait pour faire de l'autoroutier. Dans les éléments, parce qu'il faut que j'arrive à avancer quand même, je vous disais, ici, on va pouvoir aussi directement, là, lui demander, il me demande de sélectionner mon élément. J'applique la sélection, hop. Ici, je retrouve tous les éléments qui sont dessus, donc je vais lui dire que je voudrais ça. Je vais faire un truc là, vous voyez, qui m'a pris différents éléments. Je vais appliquer dessus. Je vais dire que le nombre d'éléments, en fait, j'en voudrais, on va dire 50, de le faire de façon aléatoire. Il me demande, est-ce que je le mets sur la surface d'élévation, c'est-à-dire sur la face haute, ou est-ce que je le mets sur un niveau? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un autre outil qui vous permet de dire, bah, je vais prendre toutes mes plantes et je vais les faire suivre sur mon élément. C'est-à-dire que ce que j'ai fait une première fois, je vais pouvoir le refaire. Et là, ah, hop, il veut pas. C'est toujours comme ça, sinon c'est pas rigolo. Et B, non, il veut pas. Il veut pas. Le but du jeu, ça aurait été de le faire, ou on va pouvoir aussi lui dire, et vous allez voir, de faire une ligne. Alors, j'espère que là, ça va marcher. Hop, je vais prendre une ligne là, lui dire que je vais faire un arc ici. OK. J'applique le chemin. Je vais lui dire combien j'en ai. Et vous voyez qu'il m'a fait suivre mes éléments. Mais on pourrait très bien se dire, sur des chemins d'éléments, on va pouvoir faire exactement la même chose. Petite chose, là, vous voyez qu'il n'a pas suivi le niveau. Je vais lui demander de sélectionner visible dans la vue. Il m'a tout pris. Et là, dans l'environnement, je vais pouvoir lui demander de le mettre sur lui. Et du coup, OK, il va me les remonter directement. Du coup, là, on a pas mal de petites choses qui sont quand même, entre guillemets, assez pratiques. Une chose qui va être assez pratique, on a tous, quand on fait un peu des aménagements paysagers, on a tous des éléments où on va aller rajouter des parties plantées dans nos trottoirs. C'est comment est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais sélectionner cet outil. Vous voyez que là, il me demande de sélectionner ce que je veux. Je vais laisser de façon un peu exprès ce qu'il y a dessus. Je vais lui demander de terminer et là, je vais lui dire que je veux de l'herbe à 50 centimètres. Et là, il va faire de la détection. C'était 50, je suis en centimètres. Non.
hop, il m'a fait mes éléments et il me les a remplis. Donc ça, c'est une partie du temps qu'on va pouvoir gagner. On va pouvoir aussi, alors je le montre là, c'est de pouvoir faire des bateaux. Des bateaux, c'est de dire, bah, tiens, en premier, il me dit, bah, alors, faut que tu sélectionnes ton trottoir. OK, je vais me mettre en plan. OK, je vais sélectionner mon trottoir. Il me demande la largeur sur laquelle je veux le faire. Vous voyez qu'on va pouvoir mettre les différents degrés qu'on a dessus, ou on peut lui demander d'être sur 2 points avec des pentes, ou à juste une pente. Ben, on va pouvoir définir nos éléments. Donc, je suis ici. Il me demande en fait aussi, hop, j'ai oublié de cliquer, hop, je suis là, et il me demande en fait de sélectionner aussi la route pour savoir en fait jusqu'où il doit descendre. Et je suis là et il va nous créer un élément qui est en fait un objet à part entière qui nous permet de pouvoir le faire. Du coup, à chaque fois, vous voyez qu'on va récupérer nos éléments. Je ne suis pas sorti de la commande, c'est pour ça qu'il me fait. Mais vous voyez qu'on va pouvoir directement faire tout un nombre de choses pour le reprendre. Alors, je vous parlais des murs, mais je ne vous ai pas trop montré, entre guillemets, ce que ça pourrait faire. Imaginons que sur ici, je vais aller créer un mur qui est... alors, on va peut-être pas le faire trop là, et puis on va le faire un peu comme ça. Hop, qui est là. Si je viens sur ma vue 3D, hop, là je suis là, je pars de ma route, je suis sans contrainte. Ok, jusque là, tout va bien. Je vais mettre mon mettre dessus, mais moi je voudrais que ça suive un peu mes éléments. Et bien dans environnement, dans ce que vous avez ici, tout à l'heure on avait vu comment on pouvait le modifier, mais on va aussi pouvoir lui dire, il faudrait peut-être que je le sélectionne, ce serait mieux. Hop, mes éléments où je vais lui demander en fait qu'il me fasse sur la partie la plus haute qu'on soit que à 50, qu'en dessous on soit à 1,50 m, que quand il y a des décalages, eh ben, on va mettre aussi 50, et que ma hauteur elle est là. Il me demande par rapport à quoi on va le faire. La distance de référence, soit c'est la topographie, une rampe ou n'importe quoi. Et là, il va aller lui calculer tous mes éléments pour que ça soit bon. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a merdé mon truc, mais vous voyez qu'on va pouvoir directement choisir nos éléments. On va pouvoir là lui dire que tiens, je vais faire une grille au-dessus pour pouvoir le mettre. Vous voyez que c'est que des petits outils qui vont vous faire gagner énormément de temps dessus. Vous voyez que là, il y en a un petit paquet. Et je vois que l'heure tourne. Donc, je pense que, Kevin, on va plutôt passer aux questions sur le plugin. Alors qu'est-ce qu'on avait? Bonjour, peut-on faire l'inverse et adapter le topo directement à la dalle? Non, c'est la dalle qui s'applique, qui se met. C'est vraiment là, on prend le sol et on vient le plaquer sur les éléments. Ça ne va pas marcher dans l'autre sens. Il y en a qui ont essayé. Bah, ouais. Car cela a l'air compliqué. Alors, c'est complexe. Tu as plein de petits tutos sur Internet, sur leur site,
qui te permettent de le faire. Nous, on n'a pas encore monté de formation dessus, mais il faut qu'on s'y intéresse. Les cubatures, oui, il me semble qu'il y a un outil de cubature, mais je ne l'ai pas testé. Donc, je sais que normalement il y en a un, mais je ne l'ai pas testé à l'heure d'aujourd'hui. Oui, 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 on prend, c'est ce que vous voyez ici, ça va être qu'on va pouvoir directement prendre des courbes de niveau et on va pouvoir directement dessiner notre niveau par rapport à ça, au lieu de le faire point par point. À la douloureuse, François, vois ton commercial préféré, tu verras, c'est lui qui te la donnera, la douloureuse. Alors, si on a plusieurs personnes qui nous demandent, on fera des formations sur environnement. Leur site et sont assez, entre guillemets, bien faits pour le faire. Mais oui, on peut évidemment monter à chaque fois que vous attendez un petit peu. Vous avez des petites vidéos, ils ont fait ça très bien. Ils ont un site internet qui est vraiment excessivement bien fait aussi. On a fait le tour. Voilà. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter par mail. On va peut-être vous remettre les adresses, Fabien, sur la présentation. Donc, Ouais, vous avez les contacts de vos commerciaux, Frédéric, Salard, Mouloud Tâche, si vous avez l'habitude d'échanger avec eux. Sinon, les adresses génériques où vous pourriez nous contacter, donc bim@eurostudio.fr ou contact@eurostudio.fr. Et là, soit les commerciaux, soit moi-même, on pourra vous répondre. Dans tous les cas, vous recevrez par mail d'ici la fin de semaine le replay des 2 sessions de webinaire. Et si jamais voilà, un certain nombre de personnes se manifestent pour avoir des formations, c'est quelque chose auquel on pourra réfléchir aussi. eh Merci à bien, ok. tous pour Eh votre ben, merci. participation. Merci Fabien. Bah, de rien. Merci à tout le monde d'avoir aussi participé pour le faire. On vous souhaite un bon appétit et si vous avez la moindre question, bah, revenez vers nous. On répondra avec grand plaisir. Merci à tous. Bon appétit, bon après-midi, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.